Bonsoir à tous, 56 collectifs et associations unis pour dire stop. Stop aux nouvelles constructions sur des sites naturels, des lieux, disent-ils, qu'il faut impérativement protéger, essentiels pour faire face au réchauffement climatique, sanctuaire également de la biodiversité. Mais est-ce vraiment possible alors que ces terrains sont en zone constructible et que la région a besoin de logements? C'est cette question qui est au centre de l'émission Autrement ce soir. Avant de donner la parole à nos invités, un bref retour sur ces combats menés depuis des années parfois par des citoyens. Ils appellent d'ailleurs à manifester à nouveau le 12 février. Et nous avons plongé dans nos archives de ces dernières années. Et vous allez le voir, les mobilisations ont été nombreuses. La friche Josaphat, le symbole des opposants à l'urbanisation des surfaces non bâties. Sur ce terrain scarbécois de 24 hectares, la région entend bâtir 1200 logements et des équipements publics. En mars 2022, ils étaient plusieurs centaines à s'y opposer. Au moment où on parle de sixième extraction de masse, de perte de biodiversité incroyable, on trouve ça ridicule de construire sur cet endroit au vu du nombre de logements vides que peut trouver à Bruxelles tout court. Et on voudrait vraiment favoriser la rénovation et garder le peu d'espace de biodiversité qui nous reste. Il faut garder des espaces comme ça pour respirer, pour aller se promener et pour la biodiversité aussi et pour nos enfants quand ils seront plus grands. Un mois auparavant, c'est pour la sauvegarde du champ d'écailles à Watermal-Boisfort que l'on se mobilisait. La construction de 70 logements sociaux sur le site, mettant en péril, selon les manifestants, les activités maraîchères qui y sont organisées. C'est vrai qu'on a besoin de logements sociaux, personne ne le conteste, mais en même temps, il me semble que la priorité désormais devrait quand même être plutôt la biodiversité. À Laken, c'est l'avenir du Donderberg dans le quartier Boxtal qui inquiète. Une école notamment doit être bâtie sur ce terrain. Voici le Donderberg, un endroit que j'ai découvert il y a 2 ans. Même si j'habite le quartier depuis 20 ans, il est totalement inconnu des Lakenois, de Boxtal. Regardez-moi cette verdure incroyable. Le souhait, il est inchangé, c'est d'ouvrir ce site, parce qu'aujourd'hui il est très difficile d'accès, d'ouvrir ce site aux riverains, aux Lakenois et aux Bruxellois. Un massif boisé à la lisière de la forêt de Soignes. Un terrain constructible où un promoteur entend ériger un immeuble de logement. Pétition à l'appui, les opposants demandent sa sauvegarde. Et là encore, c'est la richesse de la biodiversité qui est mise en avant. Cette biodiversité, elle ne reviendra pas. Perdu, c'est perdu. Et il y a une richesse qu'on a à Bruxelles, divers endroits, ici entre autres. On ne peut pas aujourd'hui ne pas la préserver et faire tout ce qu'il faut. Un dossier toujours pendant, comme beaucoup d'autres. Voilà, et des dossiers pendants, il y en a effectivement beaucoup en région bruxelloise, d'où l'existence de ce manifeste qui demande un moratoire donc, sur les constructions sur ces espaces naturels. Jean-Baptiste Gonino, bonsoir. Vous êtes membre de ce forum des jardiniers donc, qui a écrit ce manifeste. Pourquoi faut-il passer par un moratoire? Pourquoi cette solution que d'aucuns vont dire très radicale? Alors, si elle est radicale, c'est qu'elle est à la hauteur des défis actuels. On est face à un réchauffement climatique et la 6e extinction des espèces. Ce ne sont pas des jeux, ce sont des situations extrêmement critiques. Et donc, il faut des propositions qui soient adaptées. Et la demande de moratoire consiste à dire « stop ». On arrête de détruire la nature à Bruxelles. Nous avons besoin de la nature à Bruxelles pour le bien-être, pour la santé, pour le social et pour faire face aux défis qui nous attendent. Et stop pour se donner le temps de réfléchir collectivement, ensemble, la région bruxelloise en son ensemble, sur la manière dont on va utiliser le foncier. Le foncier dont une partie est vivante, n'est pas morte. Les sols vivants sont vivants, hébergent la biodiversité, permettent de faire croître la faune et la flore. Ce sont des parties vivantes de la ville. Donc on ne peut pas les utiliser comme on utilise des parkings ou des terrains qui sont déjà artificialisés. Donc il faut créer cette nuance et se donner le temps de se réapproprier le sujet pour trouver des solutions qui soient adéquates. Alors Geneviève Quinet, bonsoir. Vous militez, vous, pour la sauvegarde du marais Wills, à Forêt, où il y a un projet de construction, entre autres, de 80 logements par CityDef, oui. Donc des logements à loyer, des logements moyens, comme on les appelle. Une question. Le besoin de logement, il existe en région bruxelloise. Alors certains vont vous dire, pourquoi alors aller jusqu'à demander un moratoire sur les constructions alors que ce besoin de logement est là? Alors, dans un premier temps, je vais dire que le besoin de logement, il faut affiner la notion parce que c'est de logement à prix abordable. De l'immobilier non abordable, il y en a et on en construit encore et c'est dommage. C'est pas
de ce genre de logement dont nous avons besoin. Voilà. Alors pourquoi un moratoire ? Parce que évidemment c'est plus facile pour le public, pour le gouvernement, de construire sur du foncier qui lui appartient. Mais en attendant, par exemple, tout près du Marais Wils, il y a des bâtiments complètement abandonnés qu'on pourrait rénover. Donc il s'agit que ce soit des bureaux. Il y a 1 million de mètres carrés de bureaux vides dans la région de Bruxelles-Capitale et il y a entre 19 000 et 26 000 appartements vides. Donc voilà, c'est ça le moratoire aussi. On n'a pas dit stop béton pour de bon. Pour le moment, on dit réfléchissons. Ouais, donc vous dites qu'il faut d'abord reconvertir les immeubles de bureaux vides en logements, d'abord s'attaquer aux logements vides. Alors, je voudrais dire peut-être qu'il n'y a pas que la biodiversité. C'est pas qu'on ne parle pas que des canards. On parle aussi des services écosystémiques que rendent ces endroits. Par exemple, la gestion intégrée des eaux de pluie. Par exemple, la pollinisation. Sans abeilles, on n'a pas de fruits. Par exemple, l'îlot de fraîcheur. Tout ça, c'est extraordinairement important. Et ça va avoir un coût. Si on les fait disparaître, il va falloir trouver des solutions et qui vont coûter cher, au fait. Oui. Alors, Geoffrey Grulois, bonsoir. Vous êtes professeur d'urbanisme à la faculté d'architecture Lacambre-Horta de l'ULB. Votre avis de spécialiste, un moratoire aujourd'hui en région bruxelloise, un moratoire sur les nouvelles constructions sur les endroits non bâtis, est-ce que c'est réaliste ou pas ? En tout cas, c'est une chose très importante de protéger la nature. On vient d'en parler. Tous les services écosystémiques qu'elle nous rend, l'ensemble des solutions qu'elle va apporter au nouveau régime climatique est quelque chose de très important. Mais à côté de cette question de la protection de la biodiversité se pose, on l'a bien entendu dans le reportage également, la question de l'inclusion sociale et peut-être des besoins essentiellement en logement social, au sans-abrisme. On a 50 000 familles qui sont inscrites sur des listes de logement social, donc en demande de logement social, 5 000 sans-abri dans les rues, et donc se pose cette question-là. Et c'est clair que dans le régime actuel, le foncier disponible, ce foncier dont on a parlé, qui est souvent en zone constructible, mais qui est, je dirais, occupé par la nature, est quelque chose qui était envisagé comme une des réponses pour... Oui, et alors justement, si je vous ai bien compris et je décode vos propos, vous n'y croyez pas trop à ce moratoire ? Non, je pense qu'il faut une réflexion globale, effectivement, pour voir comment on peut répondre à cette demande dont on vient de parler en logement par d'autres solutions dont on peut parler plus tard, disons, dans la discussion. On en parlera effectivement. Alors Tom Sanders, je vous présente également. Bonsoir. Vous êtes le directeur stratégique de Perspective Bruxelles. C'est vous qui tracez l'évolution immobilière de la région pour les 20, 30, 40, 50 prochaines années. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce moratoire, qui est quand même soutenu par 56 associations et collectifs, hein ? Oui, je voudrais d'abord dire sans aucune ambiguïté que le facteur environnemental, il s'impose à nous, il doit s'imposer à la région, et la région, notamment dans ses politiques d'aménagement du territoire, elle doit l'intégrer comme un point de départ sans aucun souci. Et c'est ce que nous faisons à Perspective, de mieux en mieux chaque jour, parce que nous sommes aussi une institution apprenante, soit dans les projets que nous revoyons à la suite des différentes enquêtes publiques qui ont eu lieu, soit dans les nouvelles réflexions que nous menons. Je pense par exemple au projet sur l'ancien site de l'OTAN. Nous avons déjà mis en pratique de nouvelles manières de faire de la planification. On pourra aussi en reparler. Et sur la question du moratoire, je pense qu'on entend bien cette demande qui est fondée sur des arguments objectifs. Je pense que cette position a une faiblesse, c'est qu'effectivement, elle ne permet pas, et par nature, de construire un discours global sur l'aménagement de la ville, sur la façon dont on va aménager la ville, en intégrant toutes les dimensions de la fabrique de la ville, et un discours qui doit se porter, et en tout cas c'est la mission de Perspective, sur le moyen et le long terme, c'est-à-dire dans 50 ans, dans 100 ans, comment est-ce que nous allons habiter cette ville, y travailler, y s'y déplacer. Mais juste une question, une petite précision. Parlons du Marais Wils, parlons de la friche Josaphat. On ne peut pas se passer de construction sur ces terrains ? Mais il y a un certain nombre d'urgences, notamment sur le logement social, notamment sur certains équipements de cohésion sociale. Ça, c'est une première chose. Il y a 50 000 ménages aujourd'hui qui attendent du logement social et qui vivent dans des situations où en fait leur budget est écrasé parce qu'ils doivent trouver d'autres solutions que celles qui sont disponibles aujourd'hui.
Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'experts qui le disent, des solutions innovantes pour intégrer la nature en ville, y compris dans des projets immobiliers. Oui. Et je suis tout à fait d'accord que sur la question de la gestion des eaux de pluie, sur la question des maillages, qui sont indispensables pour les écosystèmes, ce sont des choses auxquelles on a déjà réfléchi, on a des solutions, on peut en reparler aussi. Et donc, il faut, à mon avis, se mettre autour d'une table et avoir une approche collective sur comment est-ce qu'on va fabriquer la ville demain sur cette base. Oui, alors on va donner la parole aux politiques maintenant, si vous le voulez bien. Alors, faut-il un moratoire? On a posé la question à Pascal Smet, le secrétaire d'État bruxellois à l'urbanisme. Et il ne masse pas ses mots, vous allez l'entendre. Pour lui, ça signifierait la mort de Bruxelles, ni plus ni moins. Écoutez-le. On a besoin de plus de logements à Bruxelles. Il y a une crise de logements à Bruxelles. Et si on arrête de bâtir, les prix vont exploser à Bruxelles. Ça devient impayable. Et en même temps, aujourd'hui, l'objectif est la biodiversité. Et l'objectif est les échanges climatiques. On dit nulle part on ne peut plus construire. Il faut intégrer la construction dans la nature. Il y a d'autres villes qui ont déjà fait. On peut le faire aussi. Mais dire carrément comme ça un moratoire de construction, c'est une bêtise totale, puisque ça va exploser les prix et c'est pas bien pour les Bruxellois et c'est même très dangereux pour l'avenir de Bruxelles. Et quand on vous dit qu'il y a énormément de logements vides et on doit d'abord s'attaquer à cela avant de construire sur des surfaces libres aujourd'hui. Mais on fait déjà aujourd'hui 20% de notre création de logements à Bruxelles, c'est la transformation du bureau vers le logement. 20% déjà. Mais ce n'est pas toujours possible. Et oui, il y a encore des logements vides, mais ça appartient à des gens, ça coûte de l'argent, ça prend du temps pour rénover. On ne peut pas attendre et en même temps, il n'y a pas tout le monde qui veut vivre dans les maisons existantes. Il veut parfois quand même des maisons neuves ou des appartements neufs. On va pas même interdire aux gens de vivre dans un appartement ou une maison neuve. C'est très loin, je pense. Et par conséquent, il faut un urbanisme maîtrisé. Il faut tenir compte de tous les défis. Évidemment, il faut garder la nature, mais ça veut dire qu'on doit continuer de construire d'une façon intelligente. Sinon, c'est la fin de Bruxelles. On doit bien réaliser ce qu'on raconte. Alors Jean-Baptiste Godinot, vous êtes les fossoyeurs de la région bruxelloise? Oui, mais comme il n'y a pas de baleines ni de barrières de corail, nous allons épargner la biodiversité. C'est une petite non, mais comment vous réagissez par rapport à ça? Écoutez, il y a des éléments intéressants sur lesquels on peut se rejoindre. Par exemple, le secrétaire d'État souligne qu'il faut maintenir la nature. Bon, maintenir la nature, mais comme il l'indique par ailleurs, intégrer la construction dans la nature, ça n'est pas maintenir la nature, de facto, puisque si on construit une tour au milieu d'un jardin, il n'y a plus de jardin. Donc, si vous voulez, le grand problème, c'est qu'il y a ce discours de préservation de la nature et la politique réelle, mise en œuvre, va dans l'autre sens. Alors, sur le logement, qui est bien entendu une question absolument centrale, dont nous tenons compte vraiment dans la proposition de moratoire, nous pensons d'ailleurs que la proposition de moratoire appuie une politique en faveur de la réduction ou de la maîtrise de la crise du logement, puisque la crise du logement existe depuis 30 ans. J'ai trouvé quelques chiffres. En 2001, le nombre de personnes sur la liste d'attente, en 2010, était de 31 000 ménages sur la liste d'attente. En 2020, 49 000. Si vous voulez. Donc pendant ce temps-là, la liste d'attente a fait fois presque 2, et on a perdu environ 14% d'espace naturel. Les chiffres sont discutables, mais on a perdu de l'espace naturel. On augmente la crise du logement, on détruit la nature en même temps. Donc il faut bien remarquer objectivement que le logement que l'on construit pour l'instant ne résout pas la crise du logement et aggrave la crise du climat et de la biodiversité. C'est la première chose. La deuxième chose, s'il vous plaît. Merci. La deuxième chose, c'est que dans les projections qui sont réalisées par le gouvernement de construction, qui sont dans le pipeline pour l'instant, on a 84,4 hectares qui sont prévus à l'urbanisation pour un total de 1171 logements sociaux. Donc si vous voulez, on s'apprête à détruire 84 hectares pour loger 1100 ménages. Il resterait donc 50 000 ménages sur la liste d'attente de logements sociaux. Donc ça n'est pas sérieux. Le problème est que pour résoudre la crise du logement, qui nous concerne au premier chef, construire sur la nature n'est pas la solution. Ce qu'il faut, c'est réguler le marché. Il faut encadrer les loyers, capter les outils de spéculation immobilière et faire en sorte qu'on puisse effectivement réaménager et utiliser le stock de bâti disponible qui est gigantesque. Oui, alors on ne fait pas un débat sur le logement ici, sur la régulation des loyers, on parle donc de l'urbanisation de toutes ces zones. Geoffrey Grulois, on parle de mobilisation des logements vides, on parle de reconversion de bureaux en logements. Est-ce que ça peut être finalement une parade pour ne pas urbaniser ces sites naturels ? Alors ce sont des solutions effectivement sur lesquelles on doit travailler puisqu'elles permettent
de ne pas devoir urbaniser des territoires, des espaces ouverts et des territoires naturels. Mais la difficulté, c'est évidemment qu'il y a pas mal de freins sociotechniques et que ça n'est pas évident. Il y a théoriquement, vous l'avez déjà dit, 1 million de mètres carrés de bureaux vides sur les 12 millions de la région, ce qui permettrait de faire environ 10 000 logements de manière, je dirais, très générale. Et on a environ 20 000 logements vides. Donc, ça nous ferait un total de 30 000 logements. Donc, ça permettrait en partie de répondre à ces questions et aux besoins en logement social. Mais ces logements vides ou ces 10 000 mètres carrés de bureaux, ils sont essentiellement dans les mains du privé, d'une part. Donc, ça nécessiterait beaucoup d'investissements. Donc, ça mettrait beaucoup plus de temps, vous voulez dire. Ça mettrait aussi beaucoup plus de temps parce que, par exemple, en termes d'épaisseur de bâti, ce n'est pas pour le bureau toujours évident. On a souvent des bâtiments extrêmement épais qui ne sont pas nécessairement transformables facilement en logement, même si des solutions innovantes, etc., existent. Donc, ce sont des solutions, mais qui nécessitent une planification à très long terme, je dirais, pour voir comment on peut enclencher et arriver à, je dirais, rattraper le retard qu'on a pris. Ouais. Alors Tom Sanders, il y a cette idée donc de pouvoir concilier la construction sur ces sites et en même temps le respect de la biodiversité et du milieu naturel. On voit que les associations émettent des doutes par rapport à ça. C'est possible, pensez-vous ? D'abord, je voudrais peut-être contester un petit peu le chiffre qui a été cité tout à l'heure. Chaque fois qu'il est proposé de mobiliser une friche pour construire, aménager du logement, cette proposition est assortie aussi d'espaces verts et d'espaces écosystémiques. C'est le cas à Josaphat, ce sera le cas à Mediapark dans la version qui est revue, qui sera bientôt soumise au gouvernement. Si je prends un exemple, et peu de gens le savent, et on verra où les discussions mènent sur le projet Josaphat, on a étudié, par exemple, le diamètre et la pente des petites liaisons en dessous de la voie ferrée qui permettraient à la faune de se déplacer d'une part et d'autre du site. Donc, c'est juste pour dire qu'il y a des solutions, que c'est un point d'attention central dans toutes les nouvelles propositions qui sont faites sur ces aménagements et que chaque fois, ces propositions s'inscrivent dans un ensemble plus large qui prévoit des espaces verts, qui prévoit des espaces qui seront réservés à la biodiversité, qui sont conçus en partenariat avec les administrations bruxelloises qui sont en charge de l'environnement et des espaces verts. Donc, on essaye d'atteindre un équilibre entre la nature et les besoins sociaux qui découlent de la vie en ville. Ces besoins sont discutés, critiqués, c'est tout à fait légitime évidemment, mais en tout cas c'est vraiment un point d'attention central d'essayer de mettre en pratique des solutions innovantes sur ce sujet. Oui, alors Geneviève Quinet, pourquoi vous n'y croyez pas finalement à cette idée qu'on puisse construire à certains endroits tout en maintenant finalement une biodiversité, un espace naturel, une vie naturelle ? Alors, maintenir la biodiversité, j'y crois pas parce que le renard, il s'adapte. Apparemment, il s'adapte dans la ville. Mais on ne va pas voir une orchidée sauvage revenir sur un trottoir ou sur un jardin qui a été recréé, etc. On ne va pas voir ces abeilles sauvages ou la chouette chevêche à Meillemerge. Donc tout ça ne reviendra pas. Il faut parler de la biodiversité. Il y a un déclin réel de la biodiversité et ces aménagements ne vont pas aider. Ce n'est pas suffisant. La biodiversité qui existe déjà ne reviendra pas. Donc, il faut... Voilà, il y a des endroits qu'il faut... Alors, on peut estimer que... à quoi ça sert une orchidée ? À quoi ça sert une abeille sauvage ? C'est une pétition de principe, je ne dis pas ça. Si je prends un autre exemple, qui sera bientôt rendu public, c'est la façon dont on a revu la question du pas de Mediapark. Ça, c'est le site de la RTBF. Hein, voilà. Donc, ouais. On a fait, à la suite de l'enquête publique et des différentes critiques qui ont pu être faites, une étude spécifique, inédite, sur la question des laireaux, qui sont un petit rongeur qui est présent sur le site, avec des partenaires, y compris associatifs, qui ont mis en évidence des solutions qu'on pouvait mettre en œuvre dans la planification d'une part et dans la mise en œuvre du projet d'autre part, pour maintenir cette biodiversité dans le cadre du projet urbain. Donc, on y travaille, bien sûr qu'il n'y a pas de solution parfaite et je maintiens qu'elles peuvent être critiquées, mais il y a il y a un grand nombre d'experts régionaux et privés qui s'associent pour essayer de proposer des solutions qui
qui tentent l'équilibre. Alors il y a aussi cette croissance démographique, parfois c'est grâce à cet argument-là qu'on justifie la construction, et là il y a des nouveaux chiffres qui viennent d'être publiés par le bureau du plan, tout nouveau donc, qui relativisent la croissance démographique, puisqu'on parle entre 2022 et 2070 de 100 habitants de plus par an en région bruxelloise contre 9000 habitants par an durant la période 1992-2021. Ça, M. Grulois, est-ce que ce n'est pas de nature à dire freinons peut-être un peu sur l'urbanisation parce qu'on n'aura peut-être pas besoin d'autant de logements qu'on le prévoit ou qu'on le prévoyait? Alors il y a un ralentissement de la croissance démographique, c'est clair, mais comme on l'a dit tout à l'heure, il y a en même temps un retard qui a été pris sur la construction du logement social, et donc il y a cette question-là qui reste de toute façon, je dirais, prégnante aujourd'hui. Donc malheureusement, je pense que ça permettrait effectivement de progressivement quand même changer de rythme d'urbanisation, mais en même temps, il y a toujours ce retard à combler. Ouais, donc effectivement, donc il faudra de toute façon, pensez-vous, le faire. Alors, si on vous associe, Jean-Baptiste Godinot, finalement au bon aménagement de ces sites qui permettrait peut-être de trouver un point commun entre les intérêts des uns et les intérêts des autres, vous parlez, Monsieur Sanders, de diagnostic participatif mené très tôt dans la mise en œuvre des projets. Est-ce que c'était une démarche que vous pourriez appuyer ? Alors, il faut éviter absolument l'invitation de quelques personnes pour infléchir légèrement à la marge des projets qui ne seraient pas consultés par ailleurs de manière plus démocratique. Ça, il faut l'éviter, mais sinon, travailler conjointement, bien entendu. On s'est d'ailleurs rendu chez M. Sanders avec grand plaisir pour discuter de Mediapart, où effectivement, il y a eu un problème avec les LERO, puisqu'une dérogation a été délivrée après que des travaux aient été effectués pour commencer les travaux Mediapart. Donc on n'est pas exactement dans la situation qui a été détruite. Mais ce sur quoi je voudrais revenir, c'est l'approche transversale et la perspective à 50-100 ans. Puisque c'est bien celle-là qui nous intéresse, nous aussi. On se dit comment va-t-on vivre, comment Bruxelles va être vivable dans un demi-siècle, un siècle. Il est parfaitement limpide dans la littérature scientifique, qu'elle vienne du GIEC pour le climat ou de l'IPBES pour la biodiversité, que les villes ne seront pas vivables ou moins vivables, nettement moins vivables, si on ne laisse pas une place suffisante à la nature. Et il y a des propositions de règlement au niveau européen et des incitations internationales qui disent qu'il faut redonner plus de place à la nature en ville. Donc il ne s'agit pas simplement de végétaliser pour caricaturer en mettant des pots de fleurs sur les murs, mais de recréer des sols vivants, de laisser la place aux sols vivants. Et donc, l'équilibre qui est à chercher, je vous rejoins entièrement là-dessus, c'est la notion clé à mon avis, il faut trouver un équilibre. L'équilibre, il est à retrouver en relaissant de la place au sol vivant sur laquelle peut s'épanouir la biodiversité et le climat peut se réguler. Donc, en construisant plus, on ne trouve pas la solution. Par ailleurs, dernier petit terminant, parce que ça va très vite. Le logement social, ça n'est pas un problème de construction. Construire sur un nouvel espace naturel, c'est une option. Mais on peut faire du logement social sans construire, en utilisant le stock de bâtis déjà disponible. Déjà, les sols déjà artificialisés, ils sont extrêmement nombreux. Oui, Tom Sanders, je vous voyez réagir. Sur la question démographique et sur la question de la nature et des sols vivants, il y a un phénomène dont on ne parle jamais ou presque dans ce type de discussion, c'est la question de l'étalement urbain. Tous les jours, en périphérie immédiate de la région bruxelloise, à Vilvoorde, à Braine-l'Alleud, à Nivelles, il y a des nouveaux lotissements qui sont construits. Et donc, il y a quelque chose qui est totalement contradictoire si on n'intègre pas ce phénomène dans la discussion. Or, si à un moment, des choix politiques sont faits pour stopper cet étalement urbain et l'intégrer dans un développement urbain, dont quand même beaucoup d'experts disent qu'il doit être le lieu de l'intensité, le lieu des économies d'échelle, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Et donc, y compris sur l'aspect démographique, où peut-être qu'on doit imaginer qu'indépendamment de l'évolution démographique pure, on va peut-être rapatrier des gens en ville, on va aussi préserver des sols vivants et des sols naturels si on arrive à lutter contre cet étalement urbain qui se fait encore chaque jour à l'échelle métropolitaine. Oui, alors juste parce que je vais donner la parole à Madame Quinet, si vous permettez, sur ce fait que en ne construisant pas, on favorise l'étalement urbain et donc de facto aussi on nuit à l'environnement et au milieu naturel, mais d'une autre manière et ailleurs. C'est de l'étalement urbain que de construire sur les friches, au fait. C'est une sorte d'étalement. Non, il ne faut pas choisir. On peut densifier plus à
à la verticale, où il y a tellement de zones anciennement industrielles ou anciennement commerciales qui pourraient être construites et transformées en petites cités résidentielles et commerciales à nouveau. On a fait des pôles autrefois, pôle industriel, pôle commercial, pôle résidentiel. On pourrait remélanger le tout et utiliser des choses qui sont déjà imperméabilisées, déjà artificialisées. Il y a moyen de le faire. Si je prends Josaphat, c'est un site qui est aujourd'hui sur un nœud de mobilité ferroviaire notamment. Si on continue l'étalement urbain sur l'échelle métropolitaine, on va arriver dans des zones qui ne sont pas desservies et qui vont nécessiter des équipements et des infrastructures en plus, et on aura perdu ce qu'on pouvait gagner en mobilisant le tissu urbain. C'est un sujet, c'est pas le seul, mais un sujet qu'il faut traiter aussi dans ces discussions. Oui, je vais devoir clore cette discussion. Elle n'est pas terminée, mais je suis convaincu qu'on aura l'occasion d'y revenir dans les mois et dans les années qui viennent. D'autant plus dans la perspective des élections qui s'annoncent en 2024. Dieu sait que ça va occuper une place prépondérante dans les débats. Je voudrais vous remercier en tout cas d'être venu sur le plateau pour exprimer votre point de vue sur le sujet. Autrement, c'est terminé pour ce soir. La semaine prochaine, vous retrouverez Cyprien Houdemont à la présentation de l'émission. Très bonne fin de soirée à tous.